Une dernière présentation maintenant sur les normes en matière de jouets. Sanda Stefanovic prendra la parole, qui a travaillé auparavant pour l'autorité de la sécurité des aliments et des marchandises aux Pays-Bas. Elle surveille des centaines de bureaux de par le monde et elle est responsable de l'harmonisation de par le monde. Et elle a plus de 20 ans d'expérience en matière de sécurité des produits et notamment en matière de sécurité de jouets. Elle est membre actif également de la Commission de normalisation européenne des jouets, où elle est donc présidente maintenant du Notified Body Toys Group. Je vous donne la parole. Merci. J'espère vous garder éveillé jusqu'à la fin de la journée. C'est toujours assez difficile, n'est-ce pas, de passer en dernier orateur. J'espère pouvoir vous fournir donc un certain nombre d'informations intéressantes. Dans mon aperçu, en fait, ou dans mon exposé, je ne vais pas tout à fait me tenir à mon devoir, en fait. On m'a demandé de parler d'aspects chimiques. C'est vrai que ça en fera partie, mais je voudrais également, de manière un peu clandestine, demander votre attention pour un certain nombre de points d'attention qui sont très récents et qui pourraient également vous intéresser, notamment certains points sur des développements non chimiques, c'est-à-dire le développement en matière de son. Là aussi, il y a des choses qui ont changé. Donc, il y a des nouveaux jouets, tout autres que ceux dont on a l'habitude, qui doivent également répondre à certaines normes maintenant. Donc, je vais vous en parler plus amplement dans quelques instants. Je vais vous dire un petit mot aussi sur la lisibilité et des avertissements. Je vais vous parler d'un tout petit changement intéressant aussi en matière de carton. Et alors, je vous parlerai également de l'inflammabilité de certaines substances. Et ensuite, je vais donc me lancer dans le chapitre des substances chimiques. Vous avez déjà entendu plein de choses là-dessus aujourd'hui. Donc, je vais surtout vous esquisser les normes pratiques que vous pouvez utiliser pour juger des exigences et pour juger des aspects de sécurité. Ce matin, vous avez déjà vu, et cet après-midi aussi d'ailleurs, que tout le chapitre chimique est un chapitre très complexe. Je ne vais pas encore renforcer la complexité, en tout cas ce n'est pas mon intention, mais de toute manière c'est quelque chose, oui c'est un chapitre qu'il faut quand même plus ou moins maîtriser et comprendre, et c'est grâce à Emile Van Woensel notamment que nous pouvons conclure que le terme de safety assessments, c'est-à-dire évaluation de sécurité, est bel et bien quelque chose dont on peut se servir, mais par contre, il faut bien savoir ce dont on parle et à quoi s'en tenir. J'espère ne pas utiliser trop de termes anglais non plus, parce que le néerlandais, pour moi, c'est parfois un peu difficile, et surtout pour vous, qui êtes encore très souvent en contact avec le Moyen-Orient. Je suppose que l'anglais est très souvent la langue de travail, donc parfois, pour moi aussi, le néerlandais ne semble plus vraiment ma langue maternelle, à vrai dire, mais donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, donc voici l'aperçu des différentes normes. En fait, je l'ai mis ici à l'écran comme ça pour les normes que j'ai mises en rouge. Je ne vais pas vous en parler plus amplement, mais je voudrais quand même vous dire que ça existe. 1911, par exemple, composantes chimiques qui ne sont pas reprises dans la directive. La raison principale pour cela, c'est que, en fait, il s'agit plutôt de CMR, mais non pas de toute la gamme. Vous avez vu ce matin qu'il y a beaucoup de substances qui sont considérées comme étant des CMR, mais le 9, par exemple, est très pratique pour tester un certain nombre de ces CMR et pour en juger, comme vous avez déjà entendu aussi dans d'autres exposés ici aujourd'hui. Alors, le 14 concerne les trampolines. Ça n'a rien à voir avec des exigences techniques. Enfin,
mais je l'ai mis à titre de référence. Alors, avant de parler plus amplement de la normalisation, ou des normes tout court, je vais vous parler d'abord de la normalisation, comme on dit. Comme Christine a déjà dit tout à l'heure, je suis moi-même également active dans la concertation européenne de normalisation. De quoi s'agit-il? Et comment peut-on, ou comment arrive-t-on à travailler dans ce genre de commission? Donc, tout d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une norme. Une norme, ce n'est rien d'autre qu'une convention sur la base d'un consensus. Donc, tout le monde peut lancer une norme. C'est d'ailleurs le tout début aussi de tout le chapitre de la normalisation. On fait des normes pour les jouets, mais on fait également des normes pour des raisons législatives. Alors, qui est représenté dans une telle concertation de normalisation? L'industrie, les fabricants, les importateurs, les autorités publiques, nous aussi, en tant que laboratoire d'essai ou de test, et puis des organisations à la consommation aussi. Donc, organisations qui protègent les consommateurs. Pour vous dire que c'est en fait une autre trajectoire que pour la législation. Donc, effectivement, le législateur va aussi essayer d'écouter ce qui vit sur le terrain, mais ici, toutes les parties prenantes sont vraiment en concertation pour répondre aux besoins du terrain et pour pouvoir donner, je dirais, des applications pratiques du travail législatif. Donc, pour tout le monde ici dans la salle, il est assez facile de partager ou de participer, à ce genre de tour de normalisation. Il y a un club que vous allez certainement reconnaître, le NEN. Enfin, il n'y a personne de ce NEN qui est présent ici, mais c'est la concertation nationale qui, aux Pays-Bas, tient les consommateurs au courant des évolutions qui se développent. Donc, ils indiquent ce qui existe, ce qui n'existe pas encore. Donc, pour tous ceux qui n'y participent pas encore, vous êtes chaleureusement invités à venir voir un jour dans ce club. C'est peut-être quelque chose pour vous qui va donc vous permettre de rester à jour, je vais dire. Ensuite, le CEN, ça c'est le niveau européen. Et donc, le NEN délègue également certaines personnes vers le CEN. Donc, moi aussi, j'en fais partie. Le CEN a également plusieurs groupes de travail, bien sûr. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais je vais également vous parler un tout petit peu du processus de normalisation. Parce qu'en fait, on me pose très souvent la question de savoir pourquoi cela dure tellement longtemps avant qu'une norme soit vraiment établie et définie. Comment est-ce que l'on procède dans ce processus de normalisation? Eh bien, vous devez savoir que tous les pays qui font partie de la concertation, c'est-à-dire chaque tour de vote, en fait, doit passer ou doit impliquer les voix ou les différents États membres. Donc, il y a une trentaine ou une quarantaine de pays membres qui doivent y participer. Donc, tout commence par l'enregistrement, c'est-à-dire que on va devoir développer quelque chose tôt ou tard. Il peut s'agir de phtalate ou d'autres substances, mais donc il faut passer au vote, passer aux voix. Donc, avec ce texte, ensuite, il faut travailler au développement, à l'établissement d'une méthodologie et d'exigence. Bon. Il y a pas mal de personnes qui estiment que c'est la période la plus courte, mais qui par contre signifie le travail le plus important, ou représente le travail le plus important. Ensuite, il y a de nouveau un tour de vote, encore un troisième vote, et puis on passe au vote définitif. Mais rien qu'avec ces 4 tours de vote, il y a déjà très vite une année qui passe. Et c'est une des raisons pour lesquelles cela dure tellement longtemps. Une fois que la norme est publiée, et donc j'ai indiqué ici en dessous comment cela fonctionne, donc si vous voulez créer un sentiment de conformité quelque part, il faut aussi que la norme ou les normes soient harmonisées. Et ça, c'est la Commission européenne qui doit s'en occuper. Donc, on doit, au niveau européen, juger de la conformité, oui ou non, par rapport à la loi. Et ensuite, la norme est publiée dans le journal officiel de l'Union européenne.
Alors, d'abord, vous dire ce que j'avais surtout envie de vous dire sur donc des normes par rapport à des jouets, mais qui ne sont pas d'ordre chimique. Donc, la lisibilité, le son, le carton et l'inflammabilité. Comme je viens de vous dire, ce sont les normes indiquées pour des jouets non chimiques. Vous allez voir que c'est une liste qui reste assez limitative aussi. Donc, c'est une liste beaucoup moins exhaustive que celle qui existe pour les produits chimiques. Ça signifie également que les produits chimiques ou que les normes chimiques deviennent de plus en plus importantes. Nous essayons également de faire en sorte que les catégories CEN deviennent de plus en plus importantes. Mais c'est parfois assez difficile. Cela veut dire concrètement que la norme en tant que telle devient de plus en plus compliquée et plus complexe et plus chère également à se la procurer. Donc nous avons la première partie, nous avons donc d'abord les caractéristiques mécaniques et physiques, nous avons la fiabilité, nous avons le chapitre 8 sur, je dirais, les jouets pour un usage à domicile ou autour de la maison, on va dire, et puis nous avons le 62.11.5 sur les jouets électriques. 4 normes. Donc, alors, la norme 71.1, de quoi s'agit-elle? En fait, de toute une série de choses, et ceci, c'est à titre illustratif, en fait. C'est pour vous montrer de quel domaine il peut s'agir. C'est un chapitre très épais également. Il peut s'agir de nounours en peluche jusqu'aux petits vélos, des enfants, de jouets pour le jardin. Donc tout jouet entre en ligne de compte ou est pris en considération dans cette norme 71.1. Il y a eu aussi un complément d'information pour laquelle je voudrais également demander votre attention, ou pour lequel, pardon. Donc la plus grande nouveauté est que maintenant, il y a également des exigences qui ont été développées pour le son de jouets pour lesquels les enfants font eux-mêmes le son. Donc, les petits tambours, tambourins, saxophones, et que sais-je, trompettes. Et donc, en fait, il y a également 3 catégories d'exposition qui ont été définies en fonction de ce qu'on appelle le temps de jeu effectif. La raison de cet amendement ou de ce changement provient du traitement parlementaire de la nouvelle norme en matière de jouets qui a fait l'objet de débats en 2009, où le Parlement a dit à un moment donné, voilà, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les exigences en matière de son ou de bruit ne sont pas conformes à la directive en matière de machines. Et les experts en matière de jouets le trouvaient assez étrange parce qu'ils se disaient qu'ils pensaient que leurs normes étaient quand même assez strictes. Mais alors la réponse était de dire, voilà, oui, mais non, pour les machines, on regarde une journée de travail de 8 heures et là, les normes sont beaucoup plus strictes que ce que vous avez pour les jouets. Oui, attendez à ce moment-là, ok, mais bon, les enfants jouent, donc c'est pas quand même travailler. En général, le temps de jeu est plus court que le temps de travail. Donc, pendant une journée de travail. Mais enfin, cela signifiait quand même, quelque part, que les revendications ou les exigences plutôt devaient être revues, qu'il fallait donc les revoir complètement. Alors, concernant ce nouveau type de jouets, je vous ai déjà indiqué un petit peu comment on l'appelle. Donc, nous avons des jeux de percussion, donc comme les tambours, les xylophones, les tambourines. Donc, ce sont des jouets qui produisent du bruit au moment où on les utilise. Ça a l'air très logique, mais un des grands problèmes pour cette normalisation, c'est notamment la différence qui existe entre les différents types de produits.
Donc, par exemple, les tambours avec les petits bâtons, c'est facile à définir, mais il y a toute une série d'autres petits jouets, oui, qui sont utilisés de manière nettement différente que par des petits bâtons. Et donc, comment faut-il les classifier? C'est pas aussi évident que cela. Ensuite, nous avons également les voice toys, comme on dit. Ceci, enfin, là, il s'agit plutôt, par exemple, de petits téléphones, de walkie-talkie, donc qui transforment le son ou qui renforcent le son. Ensuite, nous avons les wind toys. C'est un nom un peu bizarre pour tout jouet dans lesquels il faut souffler, trompette, flûte, etc. Donc, j'ai mis également les cap firing toys. Ce sont également des jouets qui sont activés par les enfants eux-mêmes, mais ça, c'est une catégorie qui était déjà réglementée auparavant. Ensuite, nous avons 3 catégories d'exposition. J'en ai fait un tout petit résumé ici, très sommaire, parce que si on devait vous donner toute la ventilation qui existe de catégories différentes, ça donnerait une image beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à saisir, parce qu'on a essayé de corréler en fait la journée de travail d'un employé ou d'un travailleur de 8 jours au temps de jeu d'un enfant, ce qui a donné lieu à pas mal de problèmes en matière d'interprétation et d'application de jouets ou de jeux. La norme, ou à titre complémentaire, on peut dire que la norme a déjà été harmonisée l'année dernière, mais il y a un délai de transition qui est prévu et la norme va complètement entrer en vigueur en date du 30 septembre de cette année. Cela veut dire qu'on n'a plus qu'au 30 septembre de cette année pour vérifier si les jouets qui produisent du son répondent bel et bien à ces nouvelles exigences. Et l'expérience que nous avons avec donc les gens qui travaillent dans ce secteur-ci, c'est que c'est une histoire très complexe. Ici, je vous montre une image de jouets qui relève de cette catégorie bien spécifique, et c'est de cela qu'il s'agit donc. Et je reçois très souvent aussi des demandes ou des questions de personnes qui se posent la question tout simplement, comment faut-il interpréter jouets qui produisent du son, donc ça mène à beaucoup d'interprétations différentes. De quoi s'agit-il exactement? Dans quelle catégorie faut-il les mettre exactement pour ne pas faire d'erreur? Comment effectuer les tests aussi? Donc, au niveau de la normalisation européenne, tout ça est bien connu, donc on travaille là-dessus, on travaille vraiment ce chapitre, mais il faut encore peaufiner un certain nombre de choses et espérons que avant le 30 septembre, tout cela sera terminé pour qu'on puisse avoir un tout petit peu de clarté en la matière. L'une des choses que j'entends très souvent, c'est que les gens disent que cela mène également à des résultats de tests différents aussi en fonction de ce qu'on fait ou de la catégorie dans laquelle on les met. Théoriquement parlant, c'est possible et c'est lié aussi au fait que la norme en tant que telle a été décrite de manière très vague. En fait, tout le projet est compliqué auquel on a commencé à travailler, parce que l'un des problèmes clés auxquels on est confronté, c'est justement la mise en œuvre des essais ou des tests. On n'a pas de testeur mécanique qui a été développé. Donc, le fait de tester ces produits, c'est quelque chose que nous faisons avec l'aide d'un collaborateur d'un laboratoire. Donc, on va utiliser le marteau, par exemple, on frappe sur une table pour mesurer le son ou le bruit que ça fait. Mais bon, tout dépend évidemment de l'individu aussi qui nous aide, du collaborateur, du laboratoire, etc. Donc, ça peut parfois donner lieu à des résultats très divergents. On essaie d'harmoniser, mais ce n'est pas simple, comme je viens de vous dire.
Sujet prochain, c'est la lisibilité des avertissements. C'est une des choses qui est réglée dans la législation, notamment que ces avertissements doivent être visibles et bien lisibles. En général, c'est assez difficile d'établir à ce sujet des critères. Comment rendre cette visibilité et cette lisibilité, voire la juger, l'évaluer. Auprès du SEN, cela a mené à quelques discussions pour voir si on pouvait rendre cela plus intelligent. Et la première discussion avait trait au fait qu'il fallait tout de même avoir des normes pour avoir plus de visibilité et de lisibilité. Ça a mené à rien, strictement à rien, car c'est toujours évidemment quelque chose d'assez subjectif. Donc, en d'autres termes, on peut bien en venir à un texte bien lisible, mais qui ne répond pas vraiment aux critères. Et on peut avoir des textes qui sont à peine lisibles, mais qui répondent à toutes sortes de critères objectifs. Un des exemples, c'est par exemple la hauteur des lettres. On peut rendre les caractères très grands, mais en fait tout à fait illisibles. Donc, ce qui a mené au fait que dans la partie informative de la directive, nous avons émis quelques avis, quelques règles, des astuces, en disant, écoutez, les avertissements, ça a un sens, cela a évidemment trait à la sécurité et l'utilisation des produits, mais veillez en tout premier lieu à ce qu'un avertissement soit nécessaire, parce que dans le passé, c'était très d'usage d'avoir tous les jouets, de les mettre comme indication que c'était pour des enfants en bas âge, donc de moins de 3 ans. Mais maintenant, évidemment, c'est tout à fait différent. Les gens savent pourquoi ces avertissements sont apposés et ils les lisent. Et les groupes cibles sont beaucoup plus ciblés, déterminés, délimités. Mais évidemment, si ces avertissements sont là, il faut qu'ils soient révélateurs et qu'ils soient très visibles et lisibles. Très brièvement, j'aimerais vous lire ce qui est marqué là, donc essayez que ces avertissements soient apposés de façon assez mise en avant, donc que c'est très visible. Veillez à ce que vous ayez des contrastes, une toile de fond, des couleurs, afin d'avoir une meilleure lisibilité, qu'il y ait des réflexions sur des surfaces, puisque si ça brille, ce n'est pas vraiment lisible, type de caractère, quel type de fond utiliser. On voulait tout de même une sorte de taille minimale de ces caractères. Eh bien, ça, évidemment, ça c'est très facile à mesurer. En tant que laboratoire, nous estimons que c'est formidable, car notre assortiment est excellent à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait une sorte de taille minimale qui est utilisée invite également à utiliser la taille la moins grande, la plus petite. Donc, ce qui n'était pas vraiment notre intention. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il faut avoir des avertissements qui sont en relation avec le reste du texte. Donc, en d'autres termes, si vous avez d'autres caractères sur l'emballage, eh bien, qu'il faut avoir ces avertissements en ligne avec ce type de caractère, la taille de ce caractère-là, et puis mettre tout cela de façon lisible. Cette liste a été publiée, mise à disposition comme norme pour acheter, et il y a une période de transition jusqu'au 30 septembre. L'influence sur les normes sera assez limitée parce que c'est tout de même que des astuces, que des tuyaux
pas vraiment des choses qui sont réellement obligatoires. Voilà quelques exemples, quelques mauvais exemples, dans ce sens qui sont pas très lisibles. Vers le haut, c'est un emballage où il y a cet aspect de brillance qui perce, que vous voyez, et puis là à gauche et à droite en bas, un essai pour avoir toutes sortes d'avertissements dans toutes les langues de l'Europe, dans des caractères le plus petits que possible. Ayant l'Europe, cela nous mène évidemment au problème des langues, puisque si on livre, si on distribue sur tous ces marchés, il faut que ça soit dans toutes les langues différentes, mais essayer de ne pas être trop petit, d'enlever les langues qui ne sont pas très grandes, disons cela comme ça, pas très utilisées, et bien indiquer où les différentes langues commencent et finissent. Il y a les petits drapeaux qui sont un bon tuyau à ce niveau-là. Le néerlandais, alors, se situe toujours quelque part au milieu. Je crois que ce serait une bonne chose. Alors, du carton. Un peu difficile, cela est la suite de discussions au niveau du Parlement, parce que lorsqu'on a traité la directive européenne, les hommes et femmes politiques ont découvert qu'il y a des petits livres en carton, parce que bon, il y avait déjà toute une discussion, ce qui doit être considéré comme un jouet et ce qui doit être considéré comme un livre, mais donc ces petits livres pour de tout petits enfants en carton sont envisagés ou sont considérés plutôt comme des jouets. Nous n'avions pas de définition pour le carton. Dans la norme ancienne, le carton était à pied égal avec le papier, donc quelque part ça c'est vrai évidemment, mais enfin maintenant nous avons une propre définition, ou une définition propre pour le carton. Dans la discussion, amener à des phrases du style « Oh non, ce n'est pas vrai », donc, mais en fait, il faut bien connaître ces matériaux, parce que l'effet de carton, le moment où les enfants mangent, l'effet est que cela devient une sorte de liquide mélangé avec des fibres, et ce sont donc des pièces dures qui s'amollissent et qu'il n'y ait par conséquent pas de danger pour que les enfants avalent cela sans danger. Donc, les petits-enfants, évidemment, qui mettent qui mettent cela dans leur bouche. Sauf, évidemment, et alors il y avait quelques esprits brillants qui disaient oui, mais si ces petites pièces en carton sont tellement petites qu'ils peuvent être avalées en une fois, alors on ne mord pas dessus et cela peut constituer un danger pour l'enfant. Donc, par exemple, ceci me semble être un exemple assez clair, le petit cylindre pour de petites composantes, donc qui est livré avec un petit livre qui ne sont pas permis, et il y a également une exception pour ces petits bouts en carton qui sont attachés légèrement. Légèrement, ça veut dire qu'avec très peu de force de Newton, ça peut être enlevé. L'amendement a été publié et
sera ajouté à l'avertissement pendant cette période de transition jusqu'au 30 septembre 2014. Inflammabilité, il y a un plus A1 qui a été publié. Pour la plupart des utilisateurs, cela n'a aucun effet. En fait, c'est une modification pour changer la flamme qui est utilisée pour exécuter les différents tests. Donc, en fait, on peut oublier cette dia. Il y a encore quelque chose qui est ajouté pour le EN7113, mais ce sont des modifications vraiment minimes. Alors, commençons maintenant tout de même avec les normes concernant les jouets, les normes chimiques, les développements les plus récents. Je reviens maintenant à ce qu'a dit Maureen. Une dia pour rafraîchir la mémoire, c'est-à-dire de répéter ce qu'elle a dit et ce qu'a dit Émile, après quoi nous entrerons dans le détail, c'est-à-dire les différentes normes chimiques, partie 3, puis pour les coffrets chimiques, pour les autres jouets chimiques, pour la peinture au doigt, pour les substances nitrosamines et puis les 10 coffrets ou les 7 aromatiques ou de goût. D'abord, la législation, je l'avais ajoutée pour vous montrer que, en fait, pas pour toutes les exigences légales, il existe des normes. Et également l'importance à nouveau de cette évaluation de sécurité telle qu'expliquée par Émile. Pour les substances, surtout CMR, carcinogènes, mutagènes ou reprotoxiques, les substances olfactives, les 11 allergènes à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas d'obligation puisqu'il s'agit d'un énorme nombre de substances et l'évaluation de sécurité ne se fait pas vraiment. Les coûts sont énormes. Si l'un après l'autre, on devrait les tester. Et nous, évidemment, en tant qu'instance qui teste, nous aimons les tests, mais pas les tests non nécessaires. Donc, pour faire l'évaluation, on veut bien, mais pas tester n'importe quoi. Les substances olfactives, idem, en analogie avec la directive sur les produits cosmétiques où toutes ces substances sont réglées et on travaille sur base de déclarations. Mais pour les suivants, notamment numéro 1, la migration de certains éléments, c'est la fameuse EN71 partie 3, où avec la nouvelle directive, nous nous situons à 19 éléments avec 2 types de chromium qui doivent être évalués, 1, 3 et 6. Les nitrosamines qui ont déjà été mentionnées, pas admis dans les jouets pour les enfants en dessous des 36 mois, de les mettre dans leur cavité buccale. Alors maintenant, il y a une nouvelle norme qui est d'application, qui a été publiée et entre-temps harmonisée. Puis, dernier point, les jeux olfactifs, si vous voulez, ou aromatiques, et le make-up, donc pour le visage, c'est un tout petit groupe, et là, en tout cas, il y a une nouvelle norme, la 7113, qui a été publiée, mais qui doit encore être harmonisée.
Je crois que si je dis que ceci est un groupe de produits assez limité, je ne crois pas que je me trompe. Ici, vous avez l'aperçu total de toutes les normes existantes, ainsi que l'état des lieux de l'harmonisation. La plupart de celles-ci, je les traiterai pour vous indiquer de quoi il s'agit. La 71 ou la 71 partie 3 est une norme qui existe déjà depuis quelque temps, la migration de certains éléments, donc, mais on nous pose tout de même encore pas mal de questions à ce niveau-là. Il y a quelques points qui mènent à pas mal de discussions, notamment le matériau de conditionnement, donc d'emballage, le type de boîte autour du jouet. Est-ce que cela doit être testé? Eh bien, la réponse est non. Si c'est vraiment un emballage, il y a d'autres exigences à quoi cet emballage doit répondre. Et puis, ce qui a été dit tout à l'heure, exposition, eh bien, s'il n'y a pas d'exposition, ce n'est également pas d'application pour les substances auxquelles on n'arrive quasiment pas. Exclut également, c'est si la totalité du matériau n'est pas trop grand. Si on veut des exemples concrets ici, on peut évidemment rendre les choses rien plus claires, mais en général, le matériel ou le matériau doit être pris d'un jouet. Ce n'est pas que nous testons 100 crayons et que nous faisons la collecte de tous ces matériaux. Non, c'est un crayon qu'on prend évidemment parce que un enfant suce sur un crayon et pas sur 100 en même temps. Alors, les différentes catégories de matériaux, c'est repris dans la directive. Cela a trait au fait que dans différentes couleurs, différents métaux lourds peuvent être présents. Par exemple, dans la peinture verte, il y a d'autres éléments présents que dans la peinture rouge. C'est regrettable, mais il en est ainsi. Si ces couleurs ne peuvent pas être distinguées physiquement, on les mélange. Ce qui est nouveau dans cette directive, c'est qu'on parle de 3 différentes catégories de matériaux. Sèche, sec, fragile, en poudre ou flexible, fluide ou liquide ou collant. Qui colle, et puis ce qui a été gratté. Bon. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Regardons quelques exemples. Ce qui est sec, par exemple, des tablettes de peinture qui ont été mises sous pression. Fragile, par exemple, craie, des crayons en poudre, toutes sortes de plâtre, puis plasticine, par exemple, pour ce qu'on appelle l'aspect flexible. Pourquoi tous ces différents changements sont faits? Eh bien, cela a trait au fait que les enfants peuvent absorber ces matériaux. Parce que liquide, par exemple, si on peut boire des quantités assez considérables pour un enfant, donc le matériau liquide, là, les conditions seront beaucoup plus strictes que pour les autres. Là où tout ce qui est en poudre, c'est beaucoup plus difficile, et ce qui est très ennuyeux, c'est ce que nous appelons ces matériaux qui
oui, comment dire, où les enfants sucent dessus, où ils lèchent, et que, en d'autres termes, c'est absorbé par leur corps et que cela peut mener à des séquelles, à des conséquences. En principe, la majorité des jouets sur le marché se situe sous cette dernière catégorie, donc flexible, et toutes sortes d'autres types de matériaux qui, pendant les tests, doivent être traités différemment. Et alors, on a des polymères ou bien des plastiques, du bois, du textile, du verre, céramique. Et si ce n'est pas repris dans l'un ou l'autre liste, alors on peut en arriver à des types de matériaux tels que le cuir, par exemple, éponge, etc. Peut-être maintenant quelques jouets un peu particuliers, donc ces coffrets chimiques et d'autres coffrets de du même genre. CEN 71.4 qui est là d'application, parce que tout ce qui n'est pas sous ce 4, ce ne sont pas des boîtes chimiques ou pas des emballages de ces boîtes chimiques, ce sont des spécialistes qui parlent de ce genre ou qui font ce type de distinction et peut-être alors parler de substances qui sont un peu plus rétroactives. Donc, en d'autres termes, ce sont des substances qui contiennent en effet ou qui représentent un risque un peu plus élevé, mais c'est fait pour des expériences en minéralogie, microscopie, l'environnement, la biologie, etc. Et ils ont là, évidemment, potentiellement des substances qui sont quelque peu dangereuses d'après le règlement. Et il y a donc des exigences concernant la répartition, l'étiquetage, l'emballage de ces substances dangereuses ou ces mélanges dangereux. Ici, vous voyez un exemple de ce type de jouet. Par exemple, les substances dangereuses, d'anciennes substances dangereuses sont assujetties également à la directive sur les préparations dangereuses. Il faut penser donc à des substances qui sont très irritables ou très facilement inflammables. Alors, ce qui est du ressort de ces boîtes, ce sont ces jouets avec lesquels on peut faire des cristaux. Donc, ça fait aussi un peu chimique. Ce sont des boîtes qui sont considérées comme chimiques, mais qui peuvent se présenter sous n'importe quelle forme. Il y a également d'autres types de jouets chimiques, notamment un set de développement photographique. Cela a été enlevé maintenant parce que la standardisation a mené à une redistribution de ces listes. Je ne crois plus qu'on les fabrique encore d'ailleurs, mais il reste tout de même un nombre de produits. Et tout à l'heure, j'ai encore quelques photos qui sont du ressort de ces autres types de jouets chimiques. Mais bon, on parle d'exigences de sécurité, eh bien, on parle de boîtes de construction où il y a par exemple des colles ou des solvants ou des produits de nettoyage qui sont repris dans ces boîtes.
Hein, si on dit, écoutez, c'est cette colle-là qu'il faut utiliser, eh bien, cette colle doit répondre aux exigences du EN 71, partie 5, céramique et des sets d'émaillage. Et j'ai ici le terme anglais embedding sets. Moi, je ne vois pas la traduction néerlandophone. En fait, ce sont de petites fleurs ou de petites figures que l'on verse dans quelque chose de transparent. Je ne connais pas la traduction en néerlandais, dit madame, mais c'est en tout cas un groupe de produits très limité. Alors également les sets avec lesquels en argile on peut modeler des choses puis mettre ça au four, ou bien des choses en plâtre ou en plastique. Voilà quelques exemples. Je ne me demandais pas ce que c'est précisément, mais je crois qu'on peut vraiment s'amuser en ayant ces jouets. Partie 7. Peinture au doigt. Ça, c'est un groupe de produits bien spécifique parce qu'il s'agit ici de matériaux liquides. Il faut y attacher quelque importance car il y a des nitrosamines qui peuvent s'avérer être présents, ce qui est tout de même assez connu, même dans le monde non professionnel. Donc de là qu'une norme spécifique y a été attribuée pour répondre à ces critères des amines aromatiques primaires, une partie qui est également utilisée, notamment la partie 3 qui est là d'application pour certains éléments. Et c'est liquide et peut donc être avalé, absorbé en grande quantité. Donc, on voulait prévenir, en tout cas, c'était le but d'éviter qu'on absorbe de telles quantités. Donc, on a déterminé que ça devait avoir un mauvais goût, que ça une mauvaise odeur, même que pas un goût sucré, que les enfants ne sont pas attirés. Et il y a même une substance amère qui doit être ajoutée pour essayer d'éviter que cela soit absorbé, enfin mis dans la bouche des enfants. Alors la partie EN 7112, je ne vais pas vraiment approfondir la chose, mais peut-être tout simplement dire que c'est pour des jouets en caoutchouc. Il n'y a pas vraiment beaucoup de jouets en caoutchouc aujourd'hui, mis à part quelques canards pour le bain. En tant que matériau, ce n'est pas vraiment utilisé de nos jours. Là où ça se présente assez souvent, c'est évidemment pour la fabrication de ballons. Et là aussi, il y a la peinture aux mains qui est reprise. Et voilà, dernière dia, tout à l'heure, les questions. Ici, ce sont les jeux donc olfactifs ou aromatiques, si vous voulez, pour du make-up, de maquillage, donc en bon français, et également des boîtes pour développer des capacités de goût. Ça existe donc en forme de jouet et il y a tout un nombre d'odeurs, donc de parfums, si vous voulez, qui ont été exclus déjà, puisque ce sont des substances allergènes. Il y a également la législation, n'oubliez pas, sur l'alimentation
qui a trait évidemment à ces jeux, parce que pas mal de ces jeux ou les ingrédients de ces jeux sont voulus ou conçus pour être mangés par après. En fait, c'est essentiellement une norme qui vous aide à comprendre la directive pour ces produits et vous donner un aperçu pour toutes sortes d'indications, avertissements et modes d'emploi qui sont nécessaires pour ce produit. Mais à nouveau, un groupe très limité. Voilà. Nous y sommes. Je ne sais pas si je vous ai aidé au niveau pratique, parce que souvent les questions vont dans cette direction-là. Est-ce que vous ne pouvez pas être plus pratique? Et c'est parfois très difficile parce qu'on parle toujours de jouets ou de jeux en général. Quand on parle d'une poupée ou je ne sais pas quoi, là on peut devenir très pratique, mais si on devient abstrait ou si on veut couvrir tous les jouets, c'est très difficile à faire la distinction et on voulait tout de même parler de normes et j'espère que ceci vous a aidé quelque peu. S'il y a des questions, je reste à votre disposition ou des commentaires, des critiques, si vous êtes encore quelque peu réveillé. Niemand? Ik was toch niet helemaal duidelijk, hè? Want, Est-ce que tout était clair? Il n'y aura pas trop de bouchons non plus tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas. Des questions au fond de la salle? Wie was het? Ik heb het niet gezien. Wie was het? Alors, par rapport à la norme 71.9, à savoir qu'elle pourrait être d'application pour un certain nombre de substances, est-ce qu'elle va quand même encore être harmonisée à l'avenir? Est-ce qu'il y a des chances qu'elle soit également harmonisée? Eh bien, pour le moment, je me dis qu'il y a peu de chances que ce soit un jour harmonisé. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment un problème non plus qu'elle ne soit harmonisée parce que, en principe, pour juger ou pour évaluer toute une série de CMR, et on peut utiliser des méthodes d'essai ou de tests significatives qui existent déjà. La raison pour laquelle les 11 et 12 ne sont pas harmonisés, ce n'est pas parce que la méthodologie ne serait pas d'application ou n'aurait pas été jugée bonne, mais tout simplement parce que la Commission européenne et les États membres ne voulaient pas non plus créer l'impression comme quoi le fait de ne pas répondre à la répondre à la partie 9 signifierait répondre à tous les autres critères. Donc vous pouvez vous en servir, mais ce n'est pas forcément nécessaire qu'elle soit harmonisée. J'aurais une question, mais on peut peut-être retourner dans votre présentation à la partie sur le 71.5. Oui, le transparent avec les photos. Vous dites là, donc dans le scope, colle, peinture, vernis, etc. Donc si c'est compris dans l'emballage, ça m'est tout à fait clair. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par recommander? Parce que nous, en tant que fabricants, alors on ne va pas le livrer dans l'emballage, alors quand c'est recommandé. Eh bien, quand il s'agit d'une marque spécifique ou d'un type spécifique que l'on recommande dans l'emballage du jouet, donc lorsque vous dites, voilà, il faut utiliser celui-là, eh bien alors, celui-là devra y répondre. Donc, par exemple, colle pour bois, c'est très général, donc ça, ce n'est pas faisable. Alors, non, non. Pas d'autres questions? C'est fantastique. Merci beaucoup.